Le soleil hésitait encore à percer le voile gris qui couvrait le quartier de Mimeboman. Il était tôt, mais déjà les ruelles se remplissaient des bruits familiers, marmites cognées, rires d'enfants, moteurs fatigués. Aïda, 15 ans, quitta la maison discrètement, sac léger sur l'épaule, carnet de notes dans la main. Elle avait dit à sa mère qu'elle allait chercher son bulletin de notes. C'était vrai, oui, en partie. Ce que personne ne savait, c'est que la veille, Aïda avait reçu un message anonyme sur son vieux téléphone. « Viens au terrain vague demain. Daniela t'y attend. Ne dis rien à personne. » Elle avait lu et relu ce message au moins 10 fois. Daniela? Son ancienne amie? Elle ne s'était pas parlé depuis des mois, après une dispute étrange, silencieuse, comme un lien rompu sans éclat. Daniela était populaire, belle, sûre d'elle. Trop sûre. Elle traînait avec des gens que personne n'osait approcher. Aïda, plus réservée, avait simplement disparu de son cercle. Mais ce message la hantait. Une invitation secrète. Une promesse de vérité? Ou une trahison déguisée? Elle n'en parla à personne. Et elle y alla. Le terrain vague se trouvait derrière une usine abandonnée, aux limites du quartier. Un endroit connu pour ses deals, ses disputes, ses chuchotements. Pas un lieu pour une jeune fille. Aïda arriva un peu avant 10 heures. Le sol craquait sous ses pas. Elle n'y voyait que des carcasses de métal, de vieilles briques, quelques tags sales sur les murs. Daniela? Elle appela Daniela, une fois, 2 fois. Pas de réponse. Elle fit un pas de plus, hésitant. Puis elle sentit une ombre derrière elle. Une main sur sa bouche. Une pression violente. Une odeur chimique. Le monde disparut. Quand elle reprit connaissance, elle était allongée sur le bord d'une route de terre, les étoiles accrochées à un ciel sans pitié. Elle ne comprit pas tout de suite ce qui s'était passé. Son corps lui faisait mal. Ses vêtements étaient déchirés. Du sang séché couvrait ses cuisses. Elle ne cria pas. Elle n'en avait plus la force. Un camion passa sans s'arrêter. Puis une moto ralentit, repartit. Enfin, une voiture s'arrêta. Un homme descendit. Il cria. Appela de l'aide. L'emmena à l'hôpital. Aïda fut soignée, mais son âme ne guérit pas. À l'hôpital, elle ne parlait pas. Sauf pour murmurer un prénom, encore et encore, dans un souffle brisé. Daniela. Daniela. Les médecins échangèrent des regards sombres. La police fut contactée. On parla d'agression sexuelle, de violence, d'enlèvement. Mais tout restait flou. Ses parents, effondrés, la ramenèrent à la maison. Elle restait silencieuse. Morte de l'intérieur. Le quartier apprit vite la nouvelle. C'est la fille d'André, le taximan, non? On l'a retrouvée comme un chiffon sur la route, violée. Elle parlait de Daniela. Les rumeurs fusèrent. On regardait Daniela de travers. Certains disaient l'avoir vue récemment avec des hommes louches, dans une voiture noire. D'autres affirmaient que ce n'était pas la première fois qu'une fille disparaissait dans ces conditions. Mais personne ne parlait trop fort. Daniela était protégée. On disait que l'un de ses amis était un homme influent. Le dimanche, Aïda resta enfermée toute la journée dans sa chambre. Elle ne mangea pas. Ne pleura pas. Elle écrivit une lettre, courte, rageuse, posée dans une vieille trousse d'école. « Je n'ai plus de force. J'ai crié mais personne ne m'a entendu. Je ne peux pas vivre avec ça. Daniela m'a trahi. Elle savait. Je vous aime, mais je ne peux plus. » Elle attacha une corde au plafond, monta sur une chaise. Et elle sauta. Le lundi matin, sa mère entra dans la chambre. Un cri déchira le quartier. Un cri qu'on n'oublie jamais. La maison était plongée dans un silence pesant. Un silence qui crie, qui blesse, qui ne finit jamais. Depuis la mort d'Aïda, tout semblait figé. Les murs eux-mêmes paraissaient porter le deuil. La chaise renversée dans sa chambre était restée là plusieurs jours. Personne n'avait eu le courage de la redresser. Le père ne parlait plus. La mère ne dormait plus. Les voisins passaient parfois déposer des mots, des plats, des prières. Mais rien n'apaisait la brûlure. Le vide qu'Aïda avait laissé était trop profond. La nouvelle de son suicide fit le tour du quartier. Puis du pays. L'histoire d'une gamine violée, retrouvée inconsciente, puis suicidée, souleva l'indignation. Sur les réseaux sociaux, son visage timide circulait accompagné de hashtags. Hashtag justice pour Aïda Diezele a vécu l'enfer. Hashtag qui protège les bourreaux. Mais derrière les écrans, la vérité était plus trouble. Plus dérangeante. À l'hôpital, une infirmière parla à un journaliste local. Quand elle est arrivée, elle répétait un prénom. Daniela. C'était presque une obsession. La police, qui au début traitait l'affaire comme une simple agression, rouvrit le dossier avec plus de sérieux. L'enquêteur en charge, l'inspecteur Biloa, un homme au visage fermé, savait que quelque chose clochait. Il commença par le lycée. Les professeurs se souvenaient d'Aïda comme d'une élève sans histoire. Discrète. Studieuse.
Mais beaucoup évoquèrent une relation passée avec une certaine Daniela. Quand Daniela fut convoquée au poste, elle arriva maquillée, en jean moulant, chewing-gum à la bouche. Elle semblait à l'aise, presque arrogante. « Vous connaissiez Aïda ?» demanda Biloa. « Oui. On était dans la même classe. Mais on se parlait plus. Elle a dit votre prénom plusieurs fois à l'hôpital. » Elle haussa les épaules. « Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle était jalouse. » L'inspecteur Biloa, aguerri, sentait que la fille cachait quelque chose. Il demanda à consulter son téléphone, mais Daniela avait changé d'appareil récemment. L'ancien aurait été volé, selon elle. Un technicien récupéra quelques fragments de messages depuis les bases des opérateurs. Un numéro inconnu avait bien envoyé un SMS à Aïda le jour de sa disparition. Mais impossible de remonter jusqu'au détenteur exact. La carte SIM était prépayée, anonyme. Classique. Le quartier commençait à parler. Une voisine raconta avoir vu Daniela, 2 jours avant l'agression, traîner avec 2 hommes plus âgés, dans une voiture noire vitrée. Une autre affirma avoir entendu une dispute entre les 2 filles quelques semaines plus tôt. Mais les témoignages étaient flous, confus. Certains avaient peur de parler. Le père d'Aïda, lui, restait debout des heures, devant le poste de police, les yeux rouges. « Je veux juste qu'on arrête ceux qui ont fait ça. Je veux pas qu'on oublie ma fille. » Pendant ce temps, la lettre d'Aïda, retrouvée dans son sac, était analysée par la police. Elle était courte, déchirante. Je n'ai pas les mots pour ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont pris quelque chose que je ne retrouverai jamais. Je ne suis plus entière. Daniela m'a trahi. Elle m'a envoyé là-bas. Elle savait. Pardonnez-moi de ne pas être plus forte. Les experts confirmèrent qu'elle l'avait bien écrite. Pas de doute. À l'école, une jeune fille du nom de Rachel demanda à voir l'inspecteur. Elle tremblait. Ses mains serraient les bretelles de son sac avec une telle force que ses jointures étaient blanches. Je crois que je suis la prochaine. Elle raconta qu'elle avait aussi reçu un message étrange, la veille de la mort d'Aïda. Même style. Même numéro. Elle ne s'était pas rendue au rendez-vous. Elle ajouta que Daniela avait changé récemment. Qu'elle semblait manipulée par quelqu'un. Qu'on l'avait vue dans des quartiers connus pour des affaires sombres. Et surtout, que certaines filles disparaissaient quelques jours, puis revenaient. Changé. La police comprit qu'il ne s'agissait peut-être pas d'un cas isolé. Et si un réseau était derrière tout ça? Et si Daniela n'était pas seulement coupable, mais aussi utilisée? Et si d'autres Aïda existaient, invisibles, silencieuses? Mais dans les hautes sphères, la pression monta. Un supérieur de Biloa lui fit comprendre que l'affaire devait être traitée avec discrétion. Pas de vagues. Ce sont des jeunes. Mauvaise fréquentation. Rien de plus. Biloa n'était pas dupe. Il avait vu ça 100 fois. Des enfants sacrifiés. Des non protégés. Des puissants intouchables. La mère d'Aïda, elle, commença à parler. À dénoncer. À organiser. Elle fonda un groupe, Les Voix d'Aïda. On ne tuera pas 2 fois nos filles. Elle donna des interviews, participa à des débats. Mais à chaque pas qu'elle faisait, elle sentait une menace invisible. Des appels anonymes. Des regards insistants. Des voitures qui ralentissaient devant chez elle. Et pendant ce temps, Daniela continuait sa vie. Toujours libre. Toujours souriante. Mais certains disaient qu'elle ne dormait plus bien. Qu'elle avait maigri. Qu'elle faisait des cauchemars. Peut-être que la vérité commençait à la hanter. Le vent avait changé. Dans le quartier, les gens ne parlaient plus à haute voix. Ils baissaient les yeux. Certains prétendaient ne rien savoir, d'autres inventaient des versions arrangées. Mais tout le monde sentait qu'un mal profond s'était infiltré, qu'il ne s'agissait pas que d'un simple drame. C'était plus noir que ça. Plus sale. Aïda était morte. Et maintenant, il fallait faire face à l'après. Le corps fut remis à la famille après l'autopsie. Les résultats confirmaient l'évidence, viol, strangulation partielle, traces de lutte. Mais la mort, elle, venait de la pendaison. Officiellement, un suicide. Un enterrement modeste fut organisé. La foule était dense. Des visages en larmes, d'autres en colère. Les professeurs du lycée, les camarades, les curieux, les faux compatissants. Tous étaient là, le regard lourd de ce qu'ils savaient et de ce qu'ils taisaient. Daniela, elle, n'était pas venue. Chez elle, Daniela ne dormait plus. Son miroir lui renvoyait un visage pâle, cerné, presque méconnaissable. La nouvelle de la mort d'Aïda l'avait atteinte comme un éclat de verre en plein cœur. Elle ne l'avait pas prévu. Elle ne l'avait pas voulu. Du moins, c'est ce qu'elle se répétait. Mais elle savait. Elle savait ce qu'il y avait derrière ce fameux message. Elle savait qu'il avait écrit, qu'il avait envoyé. Et pire, elle savait ce qui allait se passer. Pas dans les détails. Mais suffisamment. Tout avait commencé un soir de janvier,
quand un homme en costume était venu la chercher devant le lycée dans une berline noire. Il s'appelait Malik. Il disait travailler pour des gens importants. Il avait remarqué Daniela sur les réseaux sociaux, trouvé qu'elle avait du potentiel. Il proposa de l'argent, de l'aide, des vêtements, un téléphone. En échange, faire venir d'autres filles. Au début, elle avait refusé. Puis il avait insisté. Il savait des choses sur elle. Des secrets de famille. Des dettes. Et puis, il était convaincant. Daniela céda. Une fois. 2 fois. 3. Elle envoyait des messages anonymes à des filles naïves. On les conduisait à un lieu sécurisé, pour un casting ou une rencontre avec une marque. Mais ce n'était rien de tout ça. C'était un piège. Et Aïda. Aïda n'était qu'une de plus. Le jour où Aïda avait reçu le message, Daniela savait ce qui allait se passer. Elle avait tenté d'avertir Malik. Pas elle, s'il te plaît. Elle est différente. Mais Malik avait ri. T'as déjà pris l'argent. Maintenant tu fermes ta bouche. Depuis la mort d'Aïda, Daniela ne sortait plus. Elle n'allait plus en cours. Son téléphone vibrait sans arrêt, des messages anonymes, des menaces, des injures. Elle relisait encore et encore la lettre d'Aïda qu'on avait publiée sur les réseaux. Daniela m'a trahi. Elle savait. Elle se sentait brûlée. Pas par le remords. Par la honte. Par la peur. Car maintenant, elle savait, elle était enchaînée. Malik ne la laisserait jamais sortir du cercle. Et la police commençait à remonter les pistes. L'inspecteur Biloa n'avait pas lâché l'affaire. Officiellement, on lui avait demandé de se concentrer sur des priorités. Officieusement, il poursuivait ses investigations. En silence. Méthodiquement. Il avait retrouvé le taxi qui avait déposé Aïda non loin du terrain vague. Il avait récupéré une vidéo de caméra de surveillance mal installée mais utile. On y distinguait une silhouette sortir d'une voiture noire. Aïda, visiblement. Puis 3 minutes plus tard, 2 hommes. L'un d'eux portait une veste reconnaissable. Une marque rare. Biloa lança une recherche. Il fit interroger des receleurs de fringues, des gars du coin. Le nom de Malik revint. Toujours flou, toujours murmuré. Un type qui ne restait jamais longtemps au même endroit. Mais un type dangereux. Protégé. Un soir, Daniela reçut un message différent des autres. Pas une menace. Pas une insulte. Un simple « Tu veux sortir de là ? Parle !» Elle hésita toute la nuit. Puis elle répondit « Je parlerai. Mais protégez ma mère. » Le lendemain, Daniela se rendit au commissariat. Elle tremblait. Son maquillage coulait. Elle entra dans le bureau de Biloa. Elle s'assit. Longtemps. Puis elle parla. Tout. De Malik. Des messages. Des autres filles. De l'argent. Du rôle qu'elle avait joué. De sa peur. De sa honte. Et de sa haine envers elle-même. Biloa enregistra tout. Il savait que ce témoignage allait réveiller des choses dangereuses. Mais c'était un début. Pendant ce temps, la mère d'Aïda continuait son combat. Elle se rendait dans les lycées, organisait des rencontres. Elle criait son chagrin, sa rage, sa volonté de ne plus jamais voir une autre fille finir comme sa fille. Elle reçut des menaces, bien sûr. Des inconnus devant sa porte. Des appels anonymes. Mais elle tenait bon. Ils m'ont pris mon enfant. Mais je leur prends le silence. Le quartier entier semblait pris dans une tempête invisible. Des familles qui chuchotaient. Des mères qui vérifiaient où allaient leurs filles. Des profs qui posaient plus de questions. Des élèves qui osaient raconter. Quelque chose était en train de changer. Une semaine après l'audition de Daniela, le commissariat de Noncac fut placé sous surveillance discrète. L'inspecteur Biloa avait compris que l'affaire était plus vaste que prévu. Les noms cités par la jeune fille touchaient des figures influentes. Commerçants fortunés, politiciens locaux, membres d'une loge bien connue. Ce n'était pas qu'un réseau de prédateurs. C'était une machine. Une machine bien huilée. Et Aïda, dans sa pureté, avait mis un grain de sable dans cet engrenage. Le dossier de Daniela, long de 12 pages manuscrites, détaillait les profils des hommes, les lieux utilisés, les méthodes. Les initiales de certaines victimes. Des preuves accablantes, des copies de messages, des photos, même des extraits de vidéos, flous mais suffisants. Biloa présenta les premières pièces au procureur. Mais la réaction fut tiède. Tu sais bien que cette affaire est sensible. Laisse tomber. Il comprit. Ce ne serait pas la justice officielle qui ferait éclater la vérité. Dans la rue, pourtant, les langues se déliaient. Une élève, puis une autre, vinrent discrètement témoigner. Certaines racontèrent comment on les avait approchées via des concours fictifs ou des promesses d'argent. D'autres pleuraient sans pouvoir parler. Le nom d'Aïda devenait un symbole. Ses cahiers furent transformés en recueils. Un collectif de mères créa une page, Justice pour Aïda. En 2 semaines, elle dépassa les 100 000 abonnés.
Les médias internationaux commencèrent à s'y intéresser. Le pouvoir s'inquiétait. Dans l'ombre, Malik, lui, préparait sa fuite. Il sentait la pression monter. Daniela avait parlé. Son nom tournait partout. Il avait l'habitude de disparaître quand ça chauffait. Un faux passeport. Un bateau de nuit vers Malabo. Puis rien. Mais cette fois, quelqu'un l'attendait. Un soir, alors qu'il quittait un entrepôt à Yaoundé, 2 hommes l'encerclèrent. Des justiciers de l'ombre. Un groupe inconnu. Des jeunes en colère. Ils ne le tuèrent pas. Ils le filmèrent. Et le forcèrent à tout avouer. La vidéo de Malik, torse nu, battu, hurlant, implorant pardon, explosa sur les réseaux comme une bombe. Il citait des noms. Il pleurait. Il disait avoir détruit des vies pour de l'argent. Il disait que Daniela n'était qu'un pion. En moins de 24 heures, plusieurs hauts responsables furent suspendus. Des enquêtes ouvertes. Des comptes bancaires bloqués. La peur changea de camp. Daniela, quant à elle, fut placée sous protection. Pas pour la punir, mais parce que sa vie était en danger. Elle ne souriait plus. Ne mangeait presque rien. Dans un centre fermé, elle écrivait dans un carnet. Des excuses. Des souvenirs. Des cauchemars. Elle disait « J'ai tué Aïda. Pas avec un couteau. Mais avec mon silence. » Le 40e jour après la mort d'Aïda, une marche blanche fut organisée. Des milliers de personnes marchèrent en silence. Des filles en blanc, des pancartes avec son visage, ses mots, ses poèmes. Sa mère prit la parole. « Ma fille ne reviendra pas. » Mais elle a réveillé un peuple endormi. Si vous vous taisez maintenant, elle mourra 2 fois. Les applaudissements furent des pleurs. L'État, acculé, proposa une réforme des lois sur les crimes sexuels. Création d'un centre d'écoute dans chaque région. Accès gratuit aux soins psychologiques pour les victimes. Liste publique des prédateurs condamnés. Mais tout le monde savait, ce n'était qu'un début. Le mal était profond. Il fallait une génération entière pour le déraciner. Aïda, elle, était devenue une légende. Des fresques furent peintes à son effigie. Des jeunes filles commencèrent à signer, pour Aïda au bas de leur témoignage. Et dans un lycée modeste de Yaoundé, une salle fut rebaptisée Salle Aïda N. À l'intérieur, un cadre accroché au mur, avec une citation retrouvée dans ses cahiers. « Même si ma voix tremble, je parlerai. » 1 an plus tard, l'inspecteur Biloa rangeait le dossier Aïda dans une boîte marquée « Clôturé, vérité partielle ». Il alluma une cigarette, regarda le ciel et murmura « Repose en paix, petite. Ton cri a traversé les murs. »